Notre analyse de ce soir va porter sur le procès de l'artiste Rebo Chulo. Nous allons également analyser sur la situation de Walikale. Les étudiants, beaucoup des étudiants, des élèves n'ont pas pu se présenter aux examens d'État à cause des tirs de balles. Nous allons également parler des sanctions américaines contre les mines d'or attribuées au groupe M23. Sans plus tarder, nous commençons par le procès Rebo Chulo. En suivant ce procès, quelque chose a attiré mon attention. Depuis le début, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Comment expliquer que les militaires qui sont en train de faire leur patrouille peuvent être appelés par un certain, c'est pas moi, producteur ou manager, pour venir intervenir dans un dossier qui n'a rien à voir avec leur tâche? C'était un peu bizarre. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'on a crevé l'abcès. Les avocats de la partie civile a fait poser une question à l'artiste Rebo Chulo, l'a demandé à ce que le juge président puisse poser la question de savoir s'il n'y avait pas, si ce jour-là, Rebo Chulo n'avait pas de contact avec un membre du gouvernement. Et quelle est la réponse de Rebo Chulo? Il a dit j'ai le droit de ne pas répondre, donc je préfère ne pas répondre à cette question. Donc cela confirme la thèse selon laquelle Rebo serait en relation avec un membre du gouvernement et c'est celui-là qui avait donné l'ordre pour que les militaires puissent le venir au secours quand il avait perdu ses biens. En fait, c'était quelque chose comme il est tenté de prouver qu'il avait des relations et qu'il pouvait user de ces relations-là pour torturer la personne qui lui aurait volé ses biens. Bon, jusque-là, rien n'est encore prouvé, mais ça commence à sentir très mauvais. Ça commence à sentir très mauvais. Maintenant, on se pose la question, comment tout un ministre du gouvernement, bien sûr, il doit être marié parce que s'il a une relation avec Rebo Chulo, ça ne serait qu'une relation de concubinage, peut-être comme deuxième femme, je ne sais pas. Maintenant, avec tout ceci, d'abord, il risque de perdre son poste au ministère, parce qu'une fois que son nom est cité, en tout cas, je pense que le président ne va pas le garder dans son gouvernement. Et puis, pourquoi se salir jusqu'à ce point-là pour faire plaisir à une femme, Rebo Chulo soit-elle? Est-ce que les politiciens congolais mesurent l'ampleur de leurs décisions, de leurs actes? Tout un ministre en fonction. Tu as ta vie privée, tu peux avoir des femmes comme tu veux. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Est-ce que c'était important d'intervenir militairement pour prouver à sa femme que tu es bien positionné et que tu peux faire tout pour elle? Maintenant, ça devient compliqué. Et puis, Rebo est en train de faire beaucoup d'erreurs. Elle est en train de se considérer comme si elle est une prévenue de luxe et que rien ne peut lui arriver. Elle a fait des vidéos où elle est en train de répondre à ceux qui pensaient qu'elle serait déjà incarcérée. Et puis elle a fait une autre vidéo pour dire que d'ailleurs elle va voyager pour aller suivre un concert en dehors du pays. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Elle pense que parce qu'elle s'appelle Rebo, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et ça a attiré la curiosité maintenant des avocats de la partie civile qui ont demandé à ce qu'on puisse la surveiller afin qu'elle ne puisse pas quitter le pays. Comment, avec ce procès-là, tu promets sur les réseaux sociaux, tu dis à tout le monde que tu vas voyager, tu te prends pour qui? Bien sûr, on n'a rien à voir avec contre Rebo. On souhaiterait d'ailleurs qu'elle soit lavée et qu'elle puisse être en liberté. Mais parfois, certains comportements laissent à désirer. Je pense que si effectivement elle y est pour quelque chose, il faut qu'elle soit corrigée pour que ça donne leçon aux autres. Parce que ce n'est pas parce que tu as des relations, tu as un frère ou un oncle ou un concubin qui est dans le gouvernement que tu es devenu au-dessus de la loi. Non, en tout cas, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ça fait mal pour notre sœur Rebo Chulo, mais
Qu'est-ce qu'on y peut? La loi, c'est la loi et nous allons voir la suite lors de l'audience prochaine parce que apparemment, pas apparemment, mais les avocats de la partie civile ont exigé à ce que on puisse faire une requête pour avoir le relevé des appels entre le téléphone des Rebo le jour, la nuit là des faits, pour qu'on puisse voir avec qui elle avait causé cette nuit-là. Et imaginez-vous que cela aboutisse à découvrir que c'est vraiment un membre du gouvernement qui est à la base de ça. Je ne souhaite pas être à sa place, mais ça commence à sentir mauvais. En tout cas, plein de courage à notre sœur Rebo. Si elle a des conseillers, des bons conseillers qui peuvent l'aider, ça ne sert à rien de parler quand elle est sur Internet, parler avec orgueil, fait comme si ce n'est rien cette affaire. Dans la façon dont elle parle, c'est comme si donc ce n'est rien, c'est une affaire qui va passer. Et donc, en tout cas, la justice, c'est la justice. Nous avons vu des ministres. Qui pouvait croire qu'un jour que Moutamba, ministre de la justice, pourrait se retrouver un jour en prison? Si lui, le ministre, le patron de la justice, se retrouve en prison, à combien plus forte raison une artiste, soi-disant concubine d'un homme politique, à combien plus forte raison? Donc, wait and see. Je pense que l'audience prochaine nous donnera plus d'éclairage. Je voulais aussi analyser la situation de la sécurité à l'Est, à Walikale principalement. L'insécurité à l'Est est devenue de plus en plus préoccupante. Les tirs à Walikale qui perturbent les examens d'État et les exécutions humanitaires dans le sud Kivu montrent que la crise sécuritaire a franchi un seuil inquiétant. Elle ne touche pas seulement les lignes de front, elle attaque la vie sociale elle-même. Quand les finalistes ne peuvent pas passer leurs examens d'État à cause des tirs, vous vous imaginez? Donc, cela signifie que l'État perd sa capacité minimale à garantir la normalité des choses. Et quand des humanitaires sont exécutés, cela signifie que même l'espace humanitaire n'est plus respecté. C'est très grave parce que la guerre devient alors un facteur de destruction du tissu civil. On n'en parle plus seulement, on parle plus seulement des territoires disputés, mais de l'effondrement progressif des services essentiels. Écoles, santé, mobilité, aide humanitaire, administration locale. Et dans ce type de contexte, la population finit par se sentir abandonnée par tous les acteurs, les rebelles, les médiateurs et parfois même la communauté internationale. Ces incidents ont aussi une portée politique. Ils montrent que la sécurité dans l'Est ne peut pas être pensée uniquement en termes de grandes déclarations diplomatiques. Il faut une stratégie de protection quotidienne. En tout cas, c'est très important. L'autre point sur lequel je voulais analyser, c'est les sanctions et les enjeux miniers. Quand les États-Unis commencent à sanctionner non seulement les individualités, mais aussi les mines, par exemple, pour les cas sous examen, il s'agit de mines d'or appartenant au groupe rebelle M23. Le dossier des sanctions américaines contre une raffinerie d'or liée à des réseaux associés à AFC M23 montre que la crise de l'Est n'est pas seulement militaire, elle est aussi économique. C'est vraiment un point fondamental dans l'Est de la RDC. La guerre ne se limite pas à une logique idéologique ou communautaire. Elle est aussi alimentée par des circuits de financement, des contrebandes et des transformations des minerais. Quand Washington décide de sanctionner une structure liée à ce réseau, le message est clair. La guerre n'est pas seulement combattue sur le terrain, elle est aussi combattue dans les flux financiers. On doit bloquer tous les robinets par où le groupe AFC M23 s'approvisionne. On doit fermer tous ces robinets-là pour les étouffer et les asphyxier. Donc, je pense qu'à la ville où vont les choses, si on continue comme ça, les groupes rebelles se verront en manque de financement et ils seront obligés d'arrêter le même sans qu'on les chasse du pays.
L'enjeu ici est double. D'abord, cela confirme que le contrôle du territoire est lié au contrôle des ressources. Ensuite, cela montre que le minerai reste l'un des moteurs les plus puissants de la conflictualité congolaise. Tant que l'extraction, le transport, le raffinage et l'exportation de minerais ne seront pas mieux tracés, les groupes armés continueront de trouver des moyens de survie économique, même sous pression militaire. C'est aussi pour cela que la question des sanctions paraît stratégique. C'est vraiment stratégique. Une sanction ciblée ne règle pas le conflit, mais elle peut perturber les chaînes de financement. Et elle peut perturber les chaînes de financement et surtout compliquer la rentabilité de la guerre. Le problème, évidemment, c'est que les circuits miniers illégaux sont souvent flexibles. Ils se déplacent, se recomposent et utilisent des réseaux intermédiaires. Donc, une sanction isolée est utile. Mais, elle doit s'accompagner des contrôles douaniers, de traçabilité minière et d'une coopération régionale réelle. Comme vous le savez, le lien avec la crise de l'Est est donc direct. Si l'économie de guerre n'est pas cassée, la guerre elle-même se produit.